à toutes et à tous pour ce huitième épisode des lundis de Ruralytique, une série démarrée au mois de janvier qui s'achèvera à la fin juin, comme un préliminaire à la 16e édition de Ruralytique qui se tiendra les 24, 25 et 26 août à Aurillac, dans le Cantal, et qui aura pour objet la jeunesse rurale sous le titre de Jeunesse rurale, avenir égal, avec un souci et quelque part un espoir, plus qu'un espoir, une ambition, de donner aux jeunes ruraux les mêmes chances, voire peut-être même plus de chances d'ailleurs qu'aux jeunes urbains, et de les aider à s'épanouir sur leur territoire. Il ne s'agit pas de les empêcher d'aller se promener, de voir le monde, mais de ne pas les forcer à l'exil, comme bien trop souvent, pour trouver des opportunités et faire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils ont envie de faire. Donc, on souhaitait attirer votre attention aujourd'hui, ce soir, sur l'aventure donc de Sylvain Dumont. Sylvain Dumont qui a créé un certain nombre de plateformes, et il va nous raconter ça, il va se présenter, nous raconter l'histoire de son projet, puis ses motivations. Et on a beaucoup parlé sur les 7 premiers épisodes des lundis de Ruralytique de ce qu'il était possible de faire pour les jeunes et avec les jeunes. Et on souhaitait ce soir en particulier mettre le focus sur ce que les jeunes sont capables de proposer au territoire, leur capacité d'engagement, leur entrepreneuriat, permis notamment par les nouvelles technologies, mais pas que. Et voilà, le parcours de ce jeune homme de 25 ans nous a plu, mais il n'a pas plu qu'à nous, puisque aujourd'hui, son travail et sa plateforme existent aussi dans un partenariat étroit avec l'Association des maires ruraux de France, qui ont favorisé cette rencontre. Voilà. Sylvain, je t'invite à te présenter, à nous raconter ton histoire et à nous décrire ce qu'est Local Acheté. Tu as une trentaine de minutes devant toi, puis après, nous ouvrirons les questions à la salle. Voilà. Merci beaucoup, bonjour à tous et merci d'être présents. Donc, attendez, je lance le partage d'écran. N'hésite pas à nous dire qui tu es et ce qui a mobilisé le point de départ de ton aventure. Ok. Donc, moi, je suis né dans l'Orne, dans un petit village en 95, et je suis vite devenu assez écolo. J'ai ensuite déménagé dans la Sarthe, puis temporairement en Bretagne pour suivre des études en informatique. Et vers la fin de mes études, j'ai décidé de mettre à profit ce que j'avais appris pour aider à des choses qui me tenaient à cœur et qui étaient dans mes convictions. Donc, j'ai lancé, comme pour mon stage de fin d'études, mon entreprise d'organisation des circuits courts. Donc, en 2016, j'ai lancé une plateforme qui s'appelle local.bio et qui avait pour objectif de faciliter la vente directe des produits bio pour les producteurs. Donc, pendant plusieurs années, j'ai travaillé étroitement avec plusieurs producteurs autour de chez moi et avec notamment l'association le groupement des agriculteurs biologiques de la Sarthe pour répondre le mieux possible aux besoins des producteurs. Ensuite, au bout de quelques années, en 2019, pour beaucoup de raisons, notamment parce que les producteurs bio voulaient pouvoir travailler avec leurs collègues pas forcément bio, parce que c'était, même si ça faisait partie de ce que je voulais défendre, c'était important de ne pas restreindre les initiatives à uniquement des
des producteurs qui avaient pu faire la transition ou le choix du bio. Donc en 2019, j'ai ouvert une deuxième plateforme qui regroupait non seulement les producteurs bio, mais aussi les autres. Et pour lancer cette plateforme, on a organisé un point de vente direct à Fercé-sur-Sarthe, donc le village de Monsieur Dumont, des membres du bureau de la MRF. Désolé. Et ensuite, courant de l'année dernière, un petit peu avant le deuxième confinement, quand la situation a commencé à devenir critique pour les commerces, la MRF m'a contacté pour voir si on ne pouvait pas profiter de ce qui était en place avec la plateforme locale.direct pour faire quelque chose de plus ouvert non seulement aux producteurs, aux artisans, mais aussi aux commerces. Et donc, on a décidé de lancer ensemble la plateforme locale.ht qui est ouverte à toutes les entreprises ruraux, donc que ce soit les producteurs, les artisans, les commerçants, même les artistes, et qu'on va faire évoluer dans les années qui viennent pour s'adapter le plus possible aux besoins des petites communes. Donc le but avec ces plateformes, c'est d'accompagner la transition vers un nouveau modèle alimentaire, un modèle dans lequel on pourrait se passer des intermédiaires et uniquement être en relation avec les producteurs autour de chez nous, les artisans, sans avoir besoin d'aller par exemple dans la ville d'à côté pour acheter en grande distribution des produits qu'on fait aller-retour de la campagne à Rungis, puis de Rungis à nos villes, puis des villes à nos villages. Donc l'idée aussi, c'est de rendre une alimentation de qualité accessible à tous, avec notamment la vente directe qui permet de réduire en partie les prix des produits en ayant moins d'intermédiaires qui ont besoin de prendre leur marge au milieu. En évitant aussi les invendus avec une organisation qui permet aux producteurs d'avoir des informations à l'avance et de ne pas avoir de pertes, ni d'invendus, ni de pertes. En réduisant au maximum les transports avec plusieurs choses que je vais expliquer un peu plus tard. En réduisant aussi les emballages avec une rencontre directe avec les producteurs et du coup un besoin d'emballage bien inférieur. Et aussi en faisant gagner un maximum de temps aux producteurs pour qu'ils puissent faire de la vente directe sans y passer beaucoup de temps et du coup devoir répercuter ce temps sur le coût de leurs produits. Donc, local.ht, notamment via sa genèse avec local.bio, c'est un outil qui est vraiment centré sur les producteurs et qui, entre autres, cherche à ce que les producteurs puissent conserver 100% du prix de vente de leurs produits. Donc, notamment, surtout en évitant tous les intermédiaires. Donc, en les aidant à faire de la vente directe, en ne devenant pas non plus un intermédiaire. Donc, afin de ne pas devenir un intermédiaire, j'ai fait le choix au démarrage et j'ai continué sur ces maintenant 5 dernières années d'un modèle économique basé sur le prix libre, donc entièrement libre et gratuit pour tous les utilisateurs, sans formation pour rejoindre la plateforme, sans commission à la commande, sans abonnement, etc. C'est un système de pourboire et de dons. C'est les personnes qui sont satisfaits de ce que l'outil leur apporte qui peuvent contribuer au financement de la plateforme. Et juste ici, ça fonctionne très bien. Mais aussi, du coup, en trouvant des solutions d'organisation qui permettent d'éviter les intermédiaires. Donc, notamment avec des relais paysans
qui sont des espèces de micro-magasins de producteurs ou des marchés de producteurs à la ferme, et des relais communaux qui sont des micro-épiceries collaboratives, c'est comme une épicerie collaborative, mais ouverte très peu de temps pour pouvoir pas avoir besoin de trop de personnes qui participent. Dans les villes, souvent, ils arrivent à lancer des épiceries collaboratives, mais avec 10 000, 100 000 personnes, c'est plus simple qu'avec quelques centaines comme nous. Mais aussi, du coup, en permettant un approvisionnement de la restauration collective directe aussi des producteurs aux cantiniers et cantinières. Donc l'idée pour que ça puisse être aussi direct, c'est que chacun soit autonome, que les producteurs aient le contrôle total sur leurs prix et leurs conditions de vente, qu'ils n'aient pas à s'adapter, à obéir par exemple, aux conditions de la grande distribution. Mais aussi qu'ils soient autonomes, mais qu'ils ne soient pas seuls non plus, qu'ils puissent collaborer facilement entre eux, mais aussi avec les mairies, les associations, etc. Donc, l'outil a été conçu avec eux donc, pour s'adapter à leurs contraintes, donc notamment à leur manière de vendre, au temps dont ils ont besoin pour préparer les produits, à la fréquence auquel ils peuvent faire des ventes, à la méthode de paiement qu'ils choisissent, qu'ils souhaitent utiliser, que ce soit du paiement en ligne ou du liquide ou des chèques qui vendent en vrac ou avec des conditionnements ou des pièces déjà faites. Et ensuite, une fois que les producteurs enseignent leurs différentes contraintes, ça rend transparent toutes ces contraintes au public, donc en nous permettant, côté consommateur, de passer commande aux producteurs, à différents producteurs, tout en respectant les contrats de chacun, donc le délai dans lequel il faut leur passer commande et venir chercher les produits à la date où les producteurs sont présents. L'idée, c'est pas que les producteurs soient obligés de se déplacer toutes les semaines s'ils n'ont pas forcément suffisamment de produits vendus pour justifier ça. Donc le but, c'est vraiment que les producteurs ils passent le minimum de temps. Donc pour ça, notamment, il y a toutes les informations qui sont déjà existantes. Par exemple, toutes les informations de leur entreprise, on n'a pas besoin de les renseigner. Elles sont récupérées depuis des bases de données publiques mises à disposition par l'État ou par des associations. Et ensuite, ils sont guidés dans les différentes choses qu'ils doivent renseigner. Et en général, ça leur prend entre une demi-heure et quelques heures. Et une fois qu'ils ont configuré leurs conditions de vente, leur lieu de vente, leurs produits, etc., ils n'ont plus qu'à de temps en temps mettre à jour leur disponibilité de produits ou mettre à jour des stocks s'ils fonctionnent avec des stocks. Ensuite, ils reçoivent des récapitulatifs régulièrement avec les produits à préparer et les commandes. Toute la partie facturation, elle est automatisée pour qu'ils n'aient pas besoin de passer trop de temps devant l'ordi, que cette méthode de vente leur rajoute pas de boulot. Et leurs habitués sont prévenus aussi automatiquement avant chaque vente pour pas qu'ils aient besoin chaque semaine de relancer tout le monde, se relancer automatiquement. Donc l'idée aussi, c'est de nous faciliter la vie dans les campagnes et de nous rendre moins dépendants de la ville. Donc en ayant accès facilement aux produits des producteurs alentours, que ce soit personnellement ou à la cantine.
Donc, pour avoir accès aux produits, l'idée, c'est en tout cas, l'idée qu'on essaie d'accompagner, c'est des relais paysans et des relais communaux, donc des distributions hebdomadaires effectuées par les producteurs de leurs produits, donc que ça soit à la ferme, dans des relais paysans ou dans les villages, dans des relais communaux. Donc, mais le tout avec des horaires le plus réduits possible pour que ça prenne le minimum de temps aux producteurs. Donc, les horaires réduits, c'est aussi l'occasion de se rencontrer régulièrement dans les villages, notamment dans les villages où on n'a plus de commerce ou de bars, de cafés, etc. Ça permet de rétablir aussi un lieu de rencontre, tout en soutenant du coup l'activité des producteurs, des artisans et en améliorant leurs revenus. Mais aussi, une fois que les choses sont bien en place et que les habitants des communes ont pris l'habitude de se fournir en local, c'est aussi l'opportunité pour des productions qui n'existeraient pas de lancer de nouvelles activités avec une clientèle déjà existante et intéressée. Donc, comme pour le reste, l'idée, c'est que ça puisse se lancer très facilement et de manière autonome. Donc, pour créer un relais communal, par exemple, il suffit sur une de nos plateformes, donc, que ce soit sur local.bio, local.direct ou local.ht, de renseigner sa commune, de créer un compte pour la mairie ou pour une association, un citoyen, selon la personne qui souhaite lancer un relais, puis de préciser à quel endroit dans la commune les distributions peuvent se faire et à quel moment de la semaine. Donc ensuite, il suffit d'inviter les différents producteurs alentours à proposer leurs produits. Donc, que ce soit des producteurs qui sont déjà inscrits sur la plateforme ou des producteurs qui seraient pas inscrits. Sur la plateforme, tous les producteurs seront listés. Donc, on a une base d'environ 100 000 producteurs répartis dans toute la France. Donc, il y a toujours moyen de trouver des producteurs si on ne les connaît pas encore forcément tous autour. Mais on peut aussi simplement dire qu'on propose ça et laisser les producteurs faire leurs demandes et ensuite accepter ou refuser les demandes selon les cas. Donc l'idée pour pas que ça prenne beaucoup de temps à quelqu'un, que ça ne devienne pas un métier à part entière pour la personne qui s'en occupe ou si c'est quelque chose qui se lance dans l'épicerie du village, que ça prenne le moins de temps possible à l'épicier ou l'épicière, c'est que chaque producteur soit complètement autonome, donc qui renseigne ses propres produits, ses propres disponibilités, ses conditions de vente. Pour les conditions de vente, il y a moyen de restreindre un petit peu les producteurs si on veut, par exemple, avoir que les récapitulatifs de commandes plus longtemps à l'avance ou si on souhaite qu'il n'y ait pas de paiement qui soit effectué sur place. Mais dans l'ensemble, chaque producteur est autonome. L'idée, c'est aussi, après, ça dépend selon les communes. Il y a des communes où le paiement en ligne n'est pas vraiment adapté aux habitants, mais quand c'est possible, il y a possibilité avec la plateforme de mettre en place un paiement en ligne automatique où du coup il n'y a plus aucun paiement à gérer. Les producteurs sont payés directement sans avoir besoin de faire plusieurs paiements ou d'avoir la mairie ou l'épicerie qu'encaisse les sous. Chaque producteur aussi reçoit indépendamment la liste de ce qu'il doit préparer. Et la personne qui s'occupe
qui coordonne un petit peu les choses, reçoit un récapitulatif global de de toutes les commandes pour la semaine. Ensuite, l'idée, c'est que les producteurs soient présents. Ça aide ça facilite les choses. Après, parfois, les producteurs ont un produit qui est facile à stocker, notamment si les choses se passent chez l'épicier, l'épicier peut stocker quelques produits. Les deux fonctionnements se font aujourd'hui. Mais l'idée, c'est vraiment que ça se passe plutôt comme un marché de producteurs où chaque producteur est présent pendant un temps assez réduit et où, du coup, les clients viennent chercher leurs commandes. Donc ensuite, une fois que les producteurs ont rejoint l'initiative, on peut inviter facilement les futurs clients de ce relais. Donc, notamment, on peut les inviter à recevoir les mails réguliers si on a une liste de personnes qui sont intéressées, ou on peut télécharger des flyers conçus automatiquement par l'application pour présenter l'initiative et inviter les gens à commander. Donc ensuite, on peut voir au fur et à mesure du temps les différentes personnes qui participent, mais surtout avec les différents habitués qui sont là toutes les semaines pour récupérer leurs commandes. On peut s'organiser pour que chacun soit là à tour de rôle, par exemple pour accueillir les nouvelles personnes, pour vérifier les commandes, etc. Donc on peut s'inscrire à tour de rôle ou même à plusieurs pour effectuer les permanences sur le lieu de vente et ainsi recevoir du coup le récapitulatif pour savoir comment organiser les choses. Donc que les producteurs et les personnes de permanence reçoivent des récapitulatifs par mail, imprimable ou en Excel s'ils ont besoin de retravailler dessus. L'idée, c'est vraiment d'avoir besoin de retourner au minimum sur la plateforme et juste d'ouvrir son mail, de télécharger, pourquoi pas d'imprimer la fiche et de pouvoir effectuer les distributions sans même vraiment se préoccuper de l'existence de la plateforme. Donc ensuite, là notamment, c'est dans mon village, c'est quelque chose qu'on a organisé sous le préau de la salle des fêtes et où du coup, chaque semaine, les producteurs viennent déposer les produits commandés, où on vient récupérer les produits. Donc, pour donner d'autres exemples, par exemple, John Billard, le maire du Favril, qui a lancé il y a quelque temps un relais. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait de manière autonome, mais je suis toujours disponible s'il y a des questions, s'il y a besoin s'il y a des choses à voir. Donc ensuite, une fois que les choses sont en place depuis quelque temps, donc là par exemple à Fercé-sur-Sarthe, la commune de Monsieur Dumeau, de la MRF, la plateforme est conçue pour que les choses fassent tache d'huile et que pousser les producteurs à créer d'autres relais paysans chez eux, etc. Donc là, en Sarthe, ça a commencé à bien faire tache d'huile. Et notamment sur ce concept-là, par exemple, autour de mon village, les différents producteurs qui avaient rejoint notre relais ont aussi créé des relais paysans chez eux pour proposer à tous les gens de leur commune de venir faire toutes leurs courses chez eux sans avoir besoin de faire le tour de tous les producteurs du coin. Donc la deuxième partie, en dehors de la partie client particulier, c'est
approvisionnement des cantines. Le but, ça a été conçu aussi avec des producteurs qui fournissent déjà la restauration collective et avec plusieurs restaurateurs. C'est vraiment que ça contraigne personne et que ça rende service des deux côtés. Donc, comme toujours, le départ, c'est très facile. La commune ou le restaurateur crée son compte, invite les producteurs. Les producteurs renseignent leurs conditions de vente et le restaurateur accepte ou non d'être fourni par de nouveaux producteurs. Et ensuite, les différents producteurs le restaurateur pourra passer commande auprès des différents producteurs qui ont décidé de le livrer. Donc à chaque fois en précisant la date auquel les produits seront cuisinés pour permettre aux producteurs d'adapter le plus précisément, d'adapter sa logistique pour faire le moins de trajets possible. Donc le producteur ensuite peut créer ses bons de livraison en fonction des commandes qu'il souhaite livrer à chaque livraison. Et derrière les bons de livraison, il y a des factures qui sont générées automatiquement et qui sont signables par les producteurs directement dans Chorus Pro. Donc l'idée, après, c'est un reproche qui est souvent fait à la vente directe, c'est qu'au lieu d'avoir une logistique bien rodée avec des camions pleins, qu'il y ait plein de producteurs qui fassent des petits trajets avec des camions à moitié vides, il y a une troisième partie, il y a l'outil qui est d'éviter ça en permettant aux producteurs de s'entraider pour les trajets et d'effectuer les livraisons de leurs collègues si ils ont de la place dans leur camion, que les produits doivent être stockés à la même température, mais surtout s'ils font le même trajet, l'idée c'est d'éviter qu'il y ait deux producteurs qui fassent le même trajet avec un camion à moitié vide. L'idée aussi c'est que nous, en tant que consommateurs, on n'ait plus besoin d'aller faire des allers-retours en ville pour faire les courses, mais qu'on puisse faire toutes ces courses dans le village ou chez le producteur d'à côté, sans avoir besoin non plus de faire le tour de toutes les fermes du coin. Donc on réduise les trajets de ce côté-là aussi. Sachant que dans les deux cas, au plus on va dire le maillage territorial, le nombre de producteurs qui utilisent l'outil, le nombre de restaurateurs qui passent commande, au plus il y en a, au plus le maillage est dense, au moins il y aura des déplacements qui sont effectués et par les producteurs et par les clients. Donc pour ça, notamment, il y a un système de co-livraison qui permet, en fonction des différentes conditions de vente, des différents lieux de vente et horaires de vente renseignés par les producteurs, de leur calculer automatiquement non seulement un trajet optimisé, mais aussi des très légers détours pour pouvoir effectuer les trajets de leurs collègues à leur place. Mais aussi, afin que dans les relais paysans, dans les fermes et les relais communaux, il y ait un maximum de producteurs qui puissent voir sur leur trajet avec des très légers détours où est-ce qu'ils pourraient proposer leurs produits. Donc ça leur permet de vendre un maximum en direct sans faire forcément plus de kilomètres ni passer plus de temps. Et nous, ça nous permet d'avoir un maximum de variété de produits le plus près de chez nous possible. Donc aujourd'hui, il y a à peu près un peu plus de 450 producteurs dans toute la France. Donc une bonne partie en Pays de la Loire autour de chez moi et là où les choses ont démarré, mais aussi maintenant beaucoup en Dordogne et du côté de Toulouse.
Donc, il y a bientôt 5000 personnes qui utilisent le site régulièrement pour s'approvisionner auprès des producteurs et un peu plus de 15 000 commandes qui ont été passées. Donc, c'est l'outil est vraiment fait pour que chacun puisse participer à son échelle. Donc, que ça soit en tant que simple consommateur, soit simplement en se fournissant auprès des producteurs, soit en participant aux permanences dans son village pour faciliter l'organisation, soit en tant que mairie en lançant un relais communal dans son village ou en parlant à un producteur du coin pour qu'il lance un relais paysan, mais aussi s'il y a une cantine en organisant l'approvisionnement de la cantine avec l'outil, sachant que toute la partie apprenante des cantines a été conçue pour faciliter au maximum la logistique. Donc pour la partie co-livraison, les cantines sont assez indispensables. Donc après, ça peut être fait directement par le restaurateur sans forcément que la mairie ait besoin de s'en occuper. Donc que ce soit les restaurateurs publics, les cantines, mais pourquoi pas aussi les restaurateurs privés, les restaurants. Donc c'est un outil qui est aussi accessible et très, très pratique pour les collectifs, donc les groupements de consommateurs, les AMAP. Donc il y a pas mal de fonctionnalités aussi pour eux, pour leur gestion d'AMAP, ou les groupements de producteurs. Il y a beaucoup de territoires où les choses sont un peu démarrées grâce à des groupements de consommateurs. Donc après, il y a aussi possibilité en tant que territoire, quand on travaille dans une communauté de communes ou dans des départements, d'en parler un petit peu à tout le monde, d'organiser les choses pour permettre un maillage assez dense sur le territoire. Il y a aussi possibilité pour les entreprises d'organiser un relais dans leur entreprise pour que les employés puissent acheter auprès des producteurs sans même avoir besoin de se déplacer directement dans les locaux de leur entreprise, ou que l'entreprise, si elle a une restauration interne, qu'elle puisse aussi s'en servir pour ça. Donc le but, c'est vraiment que chacun puisse participer à son échelle. Tout est fait pour pouvoir uniquement en allant sur un des 3 sites, en quelques clics, arriver à ce qu'on veut faire. Et je suis toujours disponible derrière pour répondre aux interrogations de chacun ou pour accompagner plus précisément des communes ou n'importe quel utilisateur. Donc, est-ce que vous aurez des questions, besoin de plus de détails? Merci Sylvain, merci beaucoup et bravo pour cette initiative qui effectivement fait sens de bout en bout, avec, alors on connaît les plateformes type La Ruche qui dit oui, on connaît les AMAP, on connaît les drives fermiers. Et la particularité de ce dispositif, c'est qu'il est assez complet puisqu'il permet aux producteurs de revenir dans le village, de se rencontrer entre eux, de créer du lien avec les habitants. Enfin, c'est un enjeu aussi de permettre ça. Il y a des marchés, les marchés hebdomadaires, il n'y en a pas partout. Mais on retrouve bien cet esprit-là. Donc merci pour ce beau travail et puis ces beaux résultats. Donc maintenant, la parole est à la salle. Avez-vous des questions? Moi, j'en ai plein. Mais je ne veux pas prendre la main sur vos questions à vous. Je suis sûr que vous avez plein de choses à nous dire. Yves a levé la main. Yves, c'est à toi. Oui, bravo Sylvain pour cette initiative. Elle va tout à fait dans le sens de ce qu'on ressent dans la ruralité. Il y a une forte demande de circuits courts, bio, une forte demande de proximité. Et nous, élus locaux ruraux,
on est sollicité sur un autre dispositif et je voulais avoir ton avis. C'est les projets alimentaires territoriaux initiés par les chambres d'agriculture. Alors, on est sollicité, mais même, on est même sous pression, hein, et on se pose la question, même moi, je suis vice-président de ma Comcom chargé de la transition écologique. À la première réunion, c'est une des questions principales qui est revenue. Donc, je voulais avoir ton avis là-dessus. Par rapport au PAT, effectivement, souvent c'est plus coordonné par les chambres ou par les actions de producteurs type groupement d'agriculteurs bio. Oui, Mais dans ce cadre-là, les trois plateformes peuvent s'inscrire comme pour plus le côté maillage, mais mise en relation de tout le monde, une fois que le PAT a permis l'installation de producteurs, référencement de tout le monde, le local.bio ou local.ht, ça permet de faire de faire quelque chose qui aura un impact derrière en organisant la vente directe, mais aussi en faisant une organisation très facile de l'approvisionnement, de la restauration collective. Je crois qu'il y avait une question dans la question de Yves, effectivement, c'est est-ce qu'il te semble, toi, Sylvain, que cette approche des PAT, des PAT, projets alimentaires territoriaux, elle est quelque part conforme à la philosophie que toi, tu défends, ou est-ce qu'elle est dans cet esprit-là, ou est-ce que tu les vois un peu différemment? Et si tu peux juste décrocher ta présentation de manière à ce qu'on puisse te voir en plus Oui, gros. oui, effectivement. Super. Et sur le plan plus des principes et des valeurs, voilà, quel est ton sentiment sur la philosophie des pâtes? Après, sur les PAT, si vous pouviez me donner un tout petit peu plus de- d'explications sur comment ils sont faits, parce que c'est vrai que je les ai vus un petit peu quand j'ai travaillé au groupement des agriculteurs bio de mon département, mais pas vraiment en détail. Donc, c'est vrai que si je Alors, ferais... j'ai mis un lien dans le chat, hein, parce que c'est un dispositif qui date de 2018, qui est à l'initiative du ministère de l'Agriculture, je crois. Je parle sous le contrôle de oui, Yves. oui, oui. Mais toi, Yves, qu'est-ce qui te demande quand tu parles d'être sous pression? Alors, Quelle est l'attente et qui met la pression, en fait? sous pression, bon, c'est parce qu'il y a des gens qui sont un peu convaincus, hein, évidemment. Ce n'est pas une pression institutionnelle, hein. Ça marche. L'idée est très simple, c'est de faire d'abord un diagnostic des producteurs sur un territoire. Et une Comcom est un peu court, hein, c'est plutôt plusieurs communautés de communes ou un département. Ou l'échelon pays, parfois, peut-être. Voilà, un pays, voilà, où il y a un SCOT, voilà. Mm. Et à partir de ce diagnostic, faire aussi un diagnostic des besoins d'alimentation, hein, sur le territoire. Et ensuite, de créer une plateforme qui rejoint ces deux diagnostics et de quasiment organiser livraison de repas dans les cantines collectives, dans les restaurants d'entreprise. C'est ça, hein, un projet, hein. C'est D'accord. organiser l'alimentation, la logistique alimentaire sur un territoire. Alors l'intérêt que j'y vois, c'est pour ça que je voulais l'avis de Sylvain, c'est que c'est très consensuel. On met autour de la table tous les acteurs qui sont habitués beaucoup dans la controverse, hein. Et là, on réunit les mouvements écologistes, les agriculteurs, les élus, les cantinières et les cantiniers, je ne sais pas si on dit cantinier, oui. Et donc, c'est un projet consensuel, voilà. Donc, un élu, évidemment, ça l'intéresse, Mm. voilà. Mais nous, c'est au niveau de la réflexion pour l'instant, hein. Par rapport, du coup, aux différents aspects, l'aspect notamment recensement des producteurs et de leurs possibilités. C'est vrai que j'ai travaillé aussi là-dessus, au groupement des agriculteurs de la Sarthe. Et c'est une fois que sur un territoire, les producteurs sont présents
sur la plateforme, ça permet de faciliter énormément cette partie-là, parce qu'au lieu d'avoir besoin de contacter chaque producteur, d'obtenir sa gamme de produits, son rayon de livraison, etc. Il suffit de faire un simple export depuis la plateforme et on a déjà un diagnostic tout prêt. Et après, pour la partie logistique, après, par le côté plateforme, je ne sais pas si il y a peut-être qu'il y a des départements qui entendent une plateforme physique avec un entrepôt et des camions qui font les allers-retours entre les fermes et l'entrepôt, puis l'entrepôt et les cantines. Là, l'idée avec local.ht et local.bio, c'est de ne pas de pouvoir se passer de cette logistique centralisée qui est inspirée du travail des logisticiens qui font aujourd'hui pour la grande distribution, mais qui n'est pas du tout adaptée pour nos campagnes. Notamment dans la Sarthe, il y a eu des essais qui ont été faits via des logisticiens avec des choses plus ou moins centralisées, mais il y a beaucoup de producteurs du coup qui étaient obligés d'aller par exemple, quand ils devaient aller, pour des produits qui allaient au Mans, qui étaient obligés de faire des kilomètres pour s'éloigner du Mans pour aller à l'entrepôt, etc. Donc, l'idée de la logistique local.ht, c'est de ne pas d'avoir quelque chose de très décentralisé qui permet de réduire les kilomètres sans avoir besoin d'investissements colossaux pour la création d'un entrepôt et de trajets parfois aberrants derrière. Et ensuite, pour la continuité sur les commandes derrière, l'idée, c'est vraiment de donner un aperçu en temps réel aux cantiniers sur les produits disponibles chez les producteurs. Donc, les producteurs, ils ont plusieurs fonctions, plusieurs fonctionnalités sur la plateforme pour pouvoir dire que tel produit est disponible, sera disponible jusqu'à tel moment, dans telle quantité. Donc, pour vraiment pousser les cantines à pouvoir commander un maximum, parce que c'est vrai que notamment pour la création des menus, etc., sans avoir de visibilité à l'avance sur quels produits sont disponibles chez les producteurs à ce moment-là, ça complique beaucoup l'organisation. Là, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent savoir à l'avance ce qu'il y aura chez les producteurs et qu'ils puissent savoir sur le moment, passer commande à l'avance et que les choses puissent durer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives, notamment aussi en Sarthe, beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre pour que les cantines puissent s'approvisionner directement auprès des producteurs. Et après, par manque pas assez de facilité à l'organisation entre la cantine et le producteur. Il y a souvent peu de commandes auprès des producteurs. L'idée là, c'est vraiment que ça permette de réconcilier les deux, qui les cantiniers aient la même facilité de commande auprès des producteurs qu'ils auraient auprès d'un grossiste, par exemple, et que les producteurs puissent livrer beaucoup de cantines avec très, très peu d'efforts, avec un circuit optimisé et sans avoir besoin de passer leur temps au téléphone à répondre aux cantiniers pour leur dire ce qu'ils ont en ce moment, pour prendre les commandes, les noter alors qu'ils ne sont pas forcément devant le bureau, etc. Alors, j'ai mis à l'écran effectivement des éléments qui datent de 2018, hein, comment créer et développer un projet alimentaire territorial. On voit que voilà, si ça ne s'est pas forcément généralisé depuis 2018, il y a peut-être des raisons, c'est qu'il y a une certaine complexité. Hein, les actions de votre PAD doivent répondre aux objectifs du plan régional d'agriculture durable et du programme national pour l'alimentation, peuvent s'articuler avec d'autres outils, les SCOT, l'agenda 21 local, le contrat de bassin, la charte des PNR. Bref, on sent bien qu'il y a un énorme travail de concertation. Mais pour Yves, je pense, c'est l'analyse que je fais, hein, mais que justement, le meilleur moyen d'entrer dans ce sujet, c'est peut-être de mobiliser un dispositif du type
local.ht. C'est-à-dire, Ouais. en fait, voilà, de faire son patte, comment dire, d'écrire son patte en le faisant. Parce que là, on a une vraie mobilisation, enfin, on a un vrai enjeu et un vrai intérêt pour mobiliser les producteurs, parce qu'il y a du business derrière, il y a une plateforme, il y a de la vente, hein, plutôt que les réunir pour discuter sur ce qui serait bon de faire. Je pense que c'est souvent le mode opératoire qui pêche, c'est de faire perdre du temps aux gens pour écrire des plans ou des chartes ou des stratégies qui ne verront pas forcément le jour. Donc je me dis qu'il y a moyen aussi de court-circuiter ce modèle consistant à écrire des stratégies locales à l'ancienne. C'est un petit peu la philosophie de fonctionnement des groupements avec la plateforme, c'est de pouvoir lancer quelque chose tout de suite à quelques-uns et ensuite, pourquoi pas, se réunir, discuter pour que ça aille plus loin, mais que les choses se fassent dès le début et qu'ensuite, chaque discussion, chaque échange puisse tout de suite donner quelque chose plutôt que de faire traîner des créations de magasins de producteurs, etc., ou d'épiceries pendant des mois. Yannick a demandé la parole. On t'écoute, Ouais, Yannick. c'était pour revenir sur un point parce que là, finalement, pour travailler sur le sujet actuellement dans le cadre de mon interco, on bloque quand même sur un aspect du problème, c'est le code des marchés. C'est-à-dire qu'éventuellement, ce sont des expériences qui peuvent fonctionner à petit niveau, c'est-à-dire qu'éventuellement, peut-être que, un village qui gère sa cantine scolaire, en fonction des volumes qu'il va commander, va pouvoir passer par ce genre de choses. Dès qu'on commence à vouloir faire des appels d'offres groupés à plusieurs communes et qu'on a des volumes qui sont importants, on est soumis aux clauses de concurrence. Et c'est-à-dire que même si on monte un projet de territoire hyper pertinent où on veut favoriser notre production locale, le jour où il va falloir acheter des fraises, on ne peut pas interdire que les Espagnols se positionnent sur le marché. Là, tu Et parles ça, du volet, c'est un plutôt du réel volet souci. cantine. Là, tu Oui, parles plutôt du volet cantine. oui, tout à fait, Euh, oui. Je ne sais pas s'il est Ça, autorisé dans le c'est- code des marchés publics de fixer un kilométrage limité pour le transport de. C'est-à-dire de dire que. Non, Non, on n'a pas le droit. non, c'est considéré comme de Ouais, l'ingérence dans le marché. Oui. ça Et marche. oui, Ok. c'est là, par exemple, au niveau de la Seine-et-Marne, ils ont même voulu faire quelque chose de pas mal. C'est au niveau départemental de faire en fait une centrale d'achat qui aurait pu en Mhm. fait après fournir des cuisines centrales et ce genre de choses. Et ils se font retoquer parce que la loi européenne l'empêche. Et quand il s'agit d'acheter du bœuf, ben, le bœuf sénémarnais, c'est même pas en rêve qu'il arrivera dans les assiettes des cantines parce que il est en concurrence avec le bœuf allemand et irlandais. Et on peut Sylvain? rien faire. Il y a un conflit juridique important. Ouais. Ouais. Ouais, ça a été voté inconstitutionnel un peu avant la sortie de la loi Egalim. Il n'y a pas eu possibilité de limiter au kilomètre ou au territoire. Mais du coup, sur ce point-là, effectivement, le fonctionnement cantine existant, c'est vraiment un fonctionnement pour le gré à gré, pour les petites communes, pour des montants de commandes qui restent en dessous Un du chiffre à seuil. partir duquel ça doit être en appel d'offres. Après, toute la partie création d'offres de la gamme des producteurs a été conçue pour pouvoir, le jour où il y aura un territoire qui voudra se lancer là-dedans avec la plateforme, pour pouvoir créer une fonctionnalité d'appel d'offres via la plateforme qui pourrait lancer un appel d'offres auprès de tous les producteurs du territoire. Donc, par exemple, une cantine qui aurait besoin de 200 kg de carottes, tous les producteurs du territoire qui produisent des carottes auraient une notification et pourraient préciser je peux livrer 10 kg, 20 kg de carottes. Et du coup, aussi avec une partie publique à cet appel d'offres, que l'appel soit visible publiquement pour qu'il puisse être aussi répondu par d'autres entités que les producteurs sur la plateforme pour que ça reste égal. Donc c'est quelque chose qui a été conçu pour pouvoir être fait dès le début, mais qui pour l'instant, il n'y a pas encore de territoire qu'on souhaitait se lancer là-dedans.
Alors peut-être un point, Yannick, c'est de s'intéresser peut-être au contrat de réciprocité. Je crois savoir qu'il y en a un entre Toulouse et le pays des Portes de Gascogne qui leur permet d'acheter de manière privilégiée pour la restauration collective à Toulouse et sur l'Aglo des produits qui sont produits dans le pays des Portes de Gascogne. Donc il y a peut-être ça s'appelle le contrat de réciprocité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler autour de la table, mais c'est peut-être quelque chose à investiguer. Vous m'avez entendu? Oui. D'accord, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais une sur le modèle effectivement du don. Aujourd'hui, Sylvain, quelle analyse fais-tu? Puisqu'on a bien compris, c'est gratuit. La plateforme, contrairement à 100% des autres plateformes, ne prend pas de commission. Donc, c'est basé sur l'estimation de la valeur produite par chaque utilisateur qui, comme tu l'as dit, donne un pourboire ou fait un don. Donc aujourd'hui, par rapport à une activité qui serait basée sur une commission, comment se maintient et comment se pérennise l'équilibre économique du dispositif? L'équilibre économique, il est surtout basé sur un point qui est permis par le fait que ça soit numérique, qui sont des coûts marginaux très faibles. Chaque nouvel utilisateur n'apporte pas de charges supplémentaires. Les relations sont directes entre les producteurs, les restaurateurs, les consommateurs. Il y a pas d'intervention entre les deux de ma part. Donc, il y a, il y a pas de temps à passer. Mhm. Et toute la partie infrastructure technique est aussi le- un coût très, très réduit par rapport au nombre d'utilisateurs. Et j'ai aussi fait beaucoup de choses pour réduire ce point au maximum au niveau des fonctionnalités de la plateforme et des services qui sont utilisés. Il y a aucun service qui a un coût à l'usage. Par exemple, il n'y a pas d'envoi de SMS qui coûte vite très cher, ou Mhm. même l'envoi des emails est fait en interne et pas externalisé pour réduire les coûts. Donc c'est surtout une grosse politique de réduction des coûts et un fonctionnement qui permet d'être en direct et de ne pas être en intermédiaire. Et donc c'est ce qui rend ce modèle économique viable, c'est qu'effectivement par rapport à un système de commission ou d'abonnement, il y a moins de revenus, mais Mhm. les charges en face ont été calculées pour que ça soit possible. Et ensuite, après, au plus il y a d'utilisateurs sur la plateforme, au plus du coup les choses sont, le bilan est positif. Parce que comment finalement les utilisateurs, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient restaurateurs, qu'ils soient particuliers, de quelle manière concrète ils peuvent justement déposer leurs dons? Par exemple, les clients particuliers, lors de la validation de leur commande, il y a un pourboire qui leur est proposé, qui peuvent enlever, qui peuvent diminuer, qui peuvent augmenter. Donc il y a un appel à pourboire en fait à chaque commande. Pour D'accord. les restaurateurs, les communes, c'est à l'inscription, on leur propose aussi est-ce qu'ils souhaitent donner un pourboire et si oui, combien. Et du coup, ensuite, à chaque trimestre, ils recevront une facture pour leur pourboire. Après, c'est un pourboire, ils peuvent donner, pas donner. Et après, pour les producteurs, c'est pareil, il y a des appels à dons de temps en temps, mais l'idée, c'est vraiment que ça soit accessible sans avoir sans qu'il y ait besoin de s'abonner et qu'il n'y ait pas de commission qui soit prise sur le dos des producteurs. Autrement dit, c'est la philosophie de Wikipédia. C'est-à-dire, si vous voulez que ce service continue d'exister, vous êtes incité à donner, à pourboiriser. Vous n'êtes obligé à rien, c'est pas. Mais si vous souhaitez, si vous aimez ce service et que vous souhaitez continuer à l'utiliser, que vous souhaitez qu'il continue à exister, alors donnez. C'est ça, c'est ça. C'est aussi sur le même modèle qu'est l'OSO, Mm. où
C'est un don qui n'est pas obligatoire, mais qui est proposé du coup pour soutenir l'OASO et leur permettre de continuer leur activité. C'est le même principe. Ça marche. D'autres questions, d'autres remarques? Tu parlais, Sylvain, de l'idée d'ouvrir ça plus largement aussi. C'était la question qui t'était posée au départ par la MRF, d'intégrer aussi les commerces de centre-bourg ou les différents commerces hors alimentation. Est-ce que tu as pu le faire? Est-ce que c'est le même modèle? Est-ce que ça s'harmonise bien? Oui, c'est quelque chose qu'a pu se faire. La principale, l'idée principale derrière ça, c'était de pouvoir, pour toutes les communes qui avaient une épicerie et dans lesquelles les relais se faisaient dans l'épicerie, que l'épicerie puisse aussi en profiter pour vendre quelques produits. Par exemple, en Auvergne, une commune qui avait mis ça en place et l'épicière souhaitait pouvoir vendre ses pizzas avec. Et à l'époque, il n'y avait pas de. C'était pas possible parce que c'était des pizzas qu'elle achetait telles quelles. Et sur Local.direct, il fallait absolument que ce soit direct. Donc le but, c'était que toutes ces petites initiatives, qu'elles ne soient pas freinées par l'obligation du direct et que les commerces puissent aussi s'intégrer aux initiatives et en même temps de faire quelque chose qui était un peu moins centré sur l'alimentaire et de permettre au reste des entreprises de s'en servir aussi. Par exemple, je sais pas quel point acheter, il y a beaucoup d'artistes qui sont, pas beaucoup, mais quelques artistes qui sont arrivés, qui vendent par exemple des vitraux ou il y a des artisans qui créent des emballages zéro déchet, des choses comme ça. C'était vraiment de permettre à toutes les entreprises des villages de participer à l'initiative et les évolutions qui vont être faites, ça va vraiment être pour la partie, pour que, comme disent souvent Monsieur Dumeau et Monsieur Billard, que ça puisse être la porte d'entrée des services de la commune, la porte d'entrée numérique des services de la commune. Des entreprises C'est quelle commune en Auvergne? En Auvergne, c'était... Ça va me revenir. Je te laisse regarder. Ah, En attendant, y a-t-il d'autres questions? Bah, Jean-Marc, tu viens d'arriver, alors ça va être difficile. Mais c'était très bien, puis vous pourrez tous le voir en replay, puisque dès jeudi, ce sera en ligne sur le site de Ruralytic, ruralytic-forum.com. Tu pourras te repasser le film, mais c'était tout à fait passionnant. Est-ce qu'autour de la table, il y a encore il y a des questions complémentaires pour regarder comment ça peut prendre. J'aimerais bien avoir l'avis de Sonia, Sonia Le Poitevin, dans son village de 600 et quelques habitants. Alors, pour moi, j'ai regardé sur le site, donc il n'y a pas de ce système-là local. Ouais. Il y a personne de recensé encore par chez nous à 30 km. Donc, ce sera peut-être l'occasion de le proposer pour voir si ça ne vaut pas l'hameçon et développer. Ça se tente, hein? Ouais, ça se tente. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Mais je pense que c'est vrai, sur l'échelon interco, voire l'échelon pays, c'est peut-être là qu'il peut y avoir les meilleurs effets d'échelle. Hein, mais voilà, ça c'est strictement un avis personnel. Mais il faut toujours commencer par une commune qui joue le rôle de locomotive, je pense. Oui, parce qu'il y a quelques communes qui voudraient lancer le marché rural. Pour l'instant, on n'en a qu'un qui est le lundi matin, mais le reste de la semaine, il n'y en a plus. Donc, il y a d'autres communes qui seraient intéressées, donc peut-être leur proposer ce site-là pour lancer, pour recenser toutes les agriculteurs à côté. Parce que Sylvain, tu disais que tu avais accès à l'ensemble des bases de données publiques qui permettent, par exemple, à Sonia de référencer, de savoir qui sont tous les producteurs dans un périmètre de 20-30 km.
C'est ça, une fois que le relais est créé, on a accès du coup, on peut voir tous les producteurs qui sont référencés par exemple sur l'annuaire de l'agence bio ou sur Bienvenue à la ferme ou dans l'annuaire des producteurs HVE, haute valeur environnementale. Tout- toutes les, c'est toutes les bases publiques de producteurs qui sont compilées pour pouvoir voir tous les producteurs autour, pour pouvoir organiser les choses facilement. Donc après, il n'y a pas les coordonnées forcément de tout le monde. Je pense qu'il doit y avoir un quart des producteurs référencés qui ont des coordonnées. Mais l'idée, c'est pas forcément d'aller les appeler ou leur envoyer un mail, mais ça peut aussi être de les rencontrer directement. Il y a les adresses de chacun. Oui, c'est important de créer ce lien autour de la commune avec effectivement les producteurs autour et de les faire revenir dans le village, hein, puisque aujourd'hui on fait le constat, c'était tout le travail du groupe Smart Village à la Commission européenne sur comment faire revenir les agriculteurs dans les villages, puisqu'aujourd'hui la ruralité est incarnée par les paysages façonnés par l'homme et par l'agriculture, et pour autant ils vivent à côté des villages. Donc il y a un autre enjeu qui est caché derrière ce dispositif. Ça, On peut c'est- prendre encore une question ou une remarque de votre part à l'attention de Sylvain. Oui, 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 Jean-Marc, il faut que tu allumes ton micro par contre. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais Tout va bien. j'ai eu un contretemps, ça peut arriver. Bon, donc bonjour à tout le monde. Je connais quand même l'Auvergne, même si j'habite l'Ain, parce que j'ai passé une partie de mon enfance, je suis allé à l'école, donc vers Massiac, et puis j'ai fréquenté ce qui s'appelle aujourd'hui le lycée de la Haute-Auvergne à Saint-Flour. Mais D'accord. après, ça a été la grande ville, Lyon, et puis maintenant je suis dans l'Ain, un poulet de Bresse. Voilà. Donc moi, je regarderai le replay. L'autre jour, c'était très intéressant au passage pour Erasmus+, avec l'étudiante de Sciences Po. Je crois que vous étiez sur une aire d'autoroute sur la 64, j'ai bonne mémoire. Voilà. Juste donc une petite suggestion de très très modeste. Vous savez, vous avez tous vu, je pense peut-être, l'émission qu'a fait France 2 la semaine dernière, Nous paysans. l'agriculture avec un doc et puis après un débat, et que d'ailleurs un maire du Cantal. Et il y avait une jeune femme qui, je savais, qui avait un abattoir mobile. Donc, je suis allé faire quelques recherches. Elle est de la Confédération paysanne. Bon, ça, c'est autre chose. Mais elle est passée ce matin à Télématin. C'était Tania Young qui faisait donc le reportage. Et elle veut étendre, donc vous retrouverez le replay sur France 2, elle veut étendre donc à plusieurs départements. Alors voilà, peut-être c'était une piste, si on pouvait peut-être l'approcher. Donc, son idée, c'est, j'ai bien compris, c'est de réduire, c'est d'aller abattre à la ferme. Elle utilise aussi des produits, pas d'antibiotiques, je vais le dire, des antibiotiques. Donc, elle utilise un peu de l'homéopathie, enfin, entre guillemets, pour traiter ses bêtes. Et voilà, c'est une suggestion que à creuser. À creuser, voilà. Il y a plein de pistes pour faire évoluer l'agriculture. Nous, c'est un thème qu'on travaille tous les ans sur le Smart Agri Forum. Donc voilà, je pense que typiquement, tout ce qui s'inscrit dans ce rapprochement en circuit court entre producteurs et habitants est extrêmement vertueux. Sylvain, veux-tu nous dire ton dernier mot? Ouais, mon dernier mot, ça serait que la plateforme est ouverte à tous et que chacun peut participer, peut créer des trucs. Sinon, il y a plein de guides, de flyers disponibles sur la plateforme pour en parler autour. C'est un projet collectif où chacun peut participer. Super. Un petit truc, en Seine-et-Marne, il y a des agriculteurs qui ont lancé quelque chose qui marche très bien aussi. En fait, ce sont des distributeurs automatiques. Et ça fonctionne plutôt pas mal. À savoir, ils sont positionnés dans des endroits stratégiques de passage. Bon, c'est vrai qu'en plus,
Nous, on est quand même dans la grande région Île-de-France avec des gens qui roulent pas mal et qui reviennent par les gares et ainsi de suite. Et en fait, il y a un système d'avoir des paniers en fait qui sont préparés et on peut se pointer donc avec uniquement une carte bleue et tout est automatisé et ça marche plutôt pas mal. Il y en a aussi pas très loin de chez moi dans ma région. C'est vrai que c'est très pratique côté consommateur et aussi côté producteur, mais ça demande juste un investissement initial très important. C'est vite 10-15 000 euros Oui, pour tout à une fait. quinzaine, vingtaine de Tout à fait, cailloux. mais pour en avoir discuté avec une des agricultrices qui gère l'histoire, le retour sur investissement se fait relativement rapidement quand même parce qu'il y a un bon débit. Super. C'est une piste d'extension, effectivement. Super. Eh bien, il est 18h34. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup, Sylvain Dumont, local.ht. On a été ravis de vous accueillir et de partager votre modèle. J'espère que voilà, ce sera une source d'inspiration pour un certain nombre de territoires et de communes rurales. La semaine prochaine, nous parlerons déclic avec SFR, avec Cyril Franz Honegger et Julie Le Sueur de la Fondation SFR, qui est un programme spécifique d'inclusion numérique à destination des jeunes. Voilà, merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Je l'ai marqué en chat. Est-ce que ce sera possible d'avoir le petit document PDF qu'on reçoive par mail derrière? Alors, il sera téléchargeable sur le site ruralitique-forum.com en accompagnement du replay et du podcast. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. À la semaine prochaine, je l'espère.